En ce moment même, pendant que vous écoutez ceci, des gens sont confrontés exactement aux mêmes défis que vous, les mêmes pressions financières, les mêmes difficultés relationnelles, les mêmes revers de carrière. Pourtant, certains en sortiront plus forts, tandis que d'autres s'effondreront sous le poids. La différence n'est pas la chance, l'intelligence ou les circonstances. C'est quelque chose de bien plus fondamental, quelque chose que vous pouvez développer dès aujourd'hui. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir l'inconfort, à chercher le chemin de la moindre résistance, à privilégier la facilité plutôt que la croissance. Ils ont transformé leur esprit en structure de verre fragile, peut-être belle, mais destinée à se briser au premier impact réel. Pendant ce temps, quelques rares personnes comprennent une vérité différente. La vie est une salle de sport, et l'inconfort est le poids qui forge votre muscle mental. Lorsque vous aurez fini d'écouter, vous posséderez un système complet pour devenir mentalement incassable, non pas par la pensée positive ou des mantras illusoires, mais par des méthodes éprouvées qui forgent une véritable résilience. Vous apprendrez à arrêter les 3 comportements qui sapent silencieusement votre force, à maîtriser des techniques qui transforment la pression en performance et à développer le genre de discipline qui opère indépendamment de vos sentiments. La question n'est pas de savoir si l'adversité vous trouvera. Elle le fera. La question est de savoir si vous serez prêt lorsqu'elle arrivera. Le changement le plus profond dans la psychologie humaine se produit lorsque vous cessez de voir les défis comme des menaces et que vous commencez à les voir comme un équipement d'entraînement. Ce n'est pas un simple changement de perspective, c'est un recablage fondamental de la manière dont votre cerveau traite l'adversité. De la même manière que vos muscles ont besoin d'une surcharge progressive pour devenir plus forts, votre résilience mentale ne se développe que par une exposition contrôlée à la difficulté. Réfléchissez-y attentivement. Chaque fois que vous choisissez la voie facile, vous faites un retrait de votre compte de force. Chaque conversation évitée, chaque tâche difficile reportée, chaque moment où vous vous abandonnez au confort immédiat au lieu du bénéfice à long terme, affaiblit votre capacité à gérer la pression réelle. Votre esprit, comme tout système, s'adapte aux exigences qui lui sont imposées. Ne lui donnez que du confort, et il devient incapable de gérer quoi que ce soit d'autre. Cela explique pourquoi certaines personnes semblent s'effondrer sous des revers relativement mineurs, tandis que d'autres prospèrent dans le chaos. Ce n'est pas qu'elles sont nées différentes, elles se sont simplement entraînées différemment. Elles ont compris que les revers ne sont pas des interruptions au succès, ils sont le succès. Chaque obstacle devient une répétition dans la salle de sport de la vie, construisant exactement le muscle nécessaire pour le prochain niveau de défi. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, tout change. Vous commencez à mesurer le progrès non pas par le confort atteint, mais par les difficultés surmontées. Vous commencez à voir la friction non pas comme quelque chose à éviter, mais comme une confirmation que vous avancez dans la bonne direction. La règle devient d'une simplicité merveilleuse. Si c'est difficile et que cela correspond à vos valeurs, c'est probablement exactement ce que vous devez faire. Ce changement transforme votre relation avec l'échec, le stress et l'incertitude. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous commencez à demander « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» La différence entre ces questions détermine si l'adversité vous brise ou vous construit. David Goggins pesait plus de 135 kilos et travaillait dans la lutte antiparasitaire, menant une vie de désespoir tranquille. Selon la plupart des critères, il avait déjà accepté ses limites. Puis quelque chose de remarquable s'est produit. Il a vu un documentaire sur les Navy SEALs et a pris une décision qui prouverait que le potentiel humain est en grande partie une construction mentale. Goggins s'est donné 3 mois pour perdre plus de 45 kilos afin de se qualifier pour la formation des SEALs. Pas un an. Pas quand il se sentirait prêt. 3 mois. La plupart des gens auraient jugé cela impossible, et ils auraient eu raison, compte tenu de leur cadre mental. Mais Goggins a compris quelque chose de profond sur la relation entre l'urgence et la transformation. Il a commencé à se lever à 4 heures du matin pour courir, quelle que soit la météo, son humeur ou la douleur physique. Il a éliminé tout confort de sa routine, transformant sa vie en un laboratoire pour tester ses limites. Jour après jour, quand son esprit lui hurlait d'abandonner, il a choisi de continuer. Ce n'était pas la motivation qui le poussait en avant. La motivation était morte des semaines plus tôt. C'était la discipline qui opérait au-delà de la portée des sentiments. Ce qui a émergé n'était pas seulement une perte de poids.
Goggins avait fondamentalement modifié son identité. Il est devenu quelqu'un qui fait des choses difficiles, non pas parce qu'il les apprécie, mais parce que les choses difficiles créent la personne capable de gérer tout ce que la vie exige. Il est non seulement devenu un Navy SEAL, mais aussi un athlète d'ultra-endurance, établissant des records du monde et accomplissant des exploits qui redéfinissent ce qui semble humainement possible. La leçon n'est pas que vous devez devenir David Goggins. La leçon est que vos limites perçues sont en grande partie des illusions maintenues par vos habitudes actuelles. Lorsque vous choisissez constamment l'inconfort plutôt que la facilité, lorsque vous faites de l'urgence votre allié plutôt que votre ennemi, lorsque vous vous mesurez par la constance plutôt que par l'intensité, vous découvrez des capacités dont vous ignoriez l'existence. Cette transformation se produit grâce à un principe simple mais profond. Vous devenez la somme de vos actions quotidiennes, surtout celles que vous faites lorsque vous n'avez pas envie de les faire. Chaque matin où Goggins a choisi de courir au lieu de faire la grasse matinée, il a voté pour la personne qu'il était en train de devenir. Avec le temps, ces votes se sont accumulés pour former une identité entièrement nouvelle. Avant de pouvoir construire une force mentale, vous devez éliminer les habitudes qui la minent activement. Ces comportements agissent comme des fuites lentes dans votre fondation psychologique, rendant tous les autres efforts moins efficaces. La plupart des gens s'y engagent inconsciemment, se demandant pourquoi leur confiance reste fragile malgré leurs meilleures intentions. Se plaindre représente le premier et peut-être le plus toxique des drains sur la résilience mentale. Lorsque vous vous plaignez, vous entraînez votre cerveau à se concentrer sur les problèmes plutôt que sur les solutions, à chercher la sympathie plutôt qu'à agir. Chaque plainte renforce votre identité de personne à qui les choses arrivent, plutôt que de personne qui fait arriver les choses. L'antidote est élégant dans sa simplicité. Réparez-le ou acceptez-le. Il n'y a pas de troisième option qui serve votre force. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes légitimes ou réprimer la frustration. Cela signifie canaliser cette énergie vers une action productive, plutôt que vers des boucles verbales qui préservent les problèmes mêmes que vous prétendez ne pas aimer. Lorsque vous vous surprenez à commencer à vous plaindre, faites une pause et demandez « Quelle action concrète pourrais-je prendre dès maintenant pour améliorer cette situation ?» Si aucune action n'est possible, pratiquez l'acceptation. Les deux réponses construisent la force. Se plaindre ne construit rien. Le deuxième drain implique la quête incessante du confort. Le confort, bien qu'agréable, est l'ennemi de la croissance. Chaque fois que vous privilégiez la facilité au détriment du développement, vous échangez votre force future contre une commodité présente. Votre zone de confort n'est pas un lieu de sécurité. C'est une prison qui devient plus petite chaque jour que vous y restez. Cela se manifeste par d'innombrables petites décisions. Choisir l'ascenseur plutôt que les escaliers. Éviter les conversations difficiles. Procrastiner sur des projets stimulants. Chercher le divertissement plutôt que l'éducation. Chaque choix semble insignifiant seul, mais collectivement, ils vous façonnent en quelqu'un qui ne peut fonctionner que dans des conditions idéales. Lorsque la pression réelle arrive, vous n'avez aucune base sur laquelle vous appuyer. Le troisième drain, et peut-être le plus insidieux, est celui des excuses. Les excuses semblent protectrices parce qu'elles protègent votre ego de la responsabilité. Mais elles vous privent simultanément de votre pouvoir. Chaque excuse que vous acceptez vous rend plus faible car elle renforce la croyance que vous êtes à la merci des circonstances, plutôt que l'auteur de vos réponses. Les excuses se déguisent en explications raisonnables. Je n'ai pas le temps. Je suis trop fatigué. C'est trop difficile. Je commencerai demain. Derrière chaque excuse se cache le même abandon fondamental de votre pouvoir d'agir. La vérité est que vous avez toujours le choix, même lorsque toutes les options semblent indésirables. Reconnaître ce choix, aussi limité soit-il, préserve votre sentiment de contrôle et maintient votre force mentale intacte. Éliminer ces trois comportements crée de l'espace pour les pratiques qui construisent réellement la résilience. C'est comme désherber avant de planter un jardin. Sans cette fondation, même les meilleures techniques auront du mal à prendre racine. Voici quelque chose de crucial que je dois vous faire comprendre. Ce que vous venez d'apprendre sur l'élimination des drains mentaux n'est pas une théorie que vous entendrez ailleurs. C'est de la psychologie éprouvée sur le terrain qui sépare ceux qui prospèrent sous la pression de ceux qui s'effondrent. Si ces informations sont déjà en train de modifier la façon dont vous pensez à vos propres schémas, faites-moi une faveur.
Appuyez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela me dit que vous êtes sérieux au sujet de la transformation, pas seulement du divertissement. Et si vous êtes déterminé à devenir mentalement incassable, abonnez-vous et activez les notifications. Parce que ce qui vient ensuite s'appuie sur tout ce que nous avons établi. Et manquer ne serait-ce qu'une seule pièce pourrait laisser des failles dans votre armure mentale quand vous en aurez le plus besoin. Les personnes qui obtiennent les meilleurs résultats de ce contenu sont celles qui le consomment de manière systématique, pas aléatoire. Mais voici ce que je veux que vous compreniez à propos de cette simple action de vous abonner. C'est en fait votre premier test des principes que nous discutons. Votre cerveau va générer des excuses. Je le ferai plus tard. Je ne m'abonne pas d'habitude à des choses. Laissez-moi voir comment le reste de ceci se passe d'abord. Ces pensées sont vos schémas de recherche de confort qui essaient de garder le contrôle. Vous abonner dès maintenant, surtout si vous ressentez une résistance, est une micro-pratique de faire ce qui sert votre croissance plutôt que ce qui semble le plus facile sur le moment. La vraie discipline opère indépendamment de l'humeur, des circonstances ou des sentiments. Alors que la motivation va et vient comme la météo, la discipline reste constante comme la gravité. Comprendre cette distinction change tout dans la façon dont vous abordez le développement personnel et l'atteinte des objectifs. La motivation chuchote des promesses séduisantes. Je commencerai quand je me sentirai inspiré. Je commencerai quand les conditions seront parfaites. Je m'engagerai quand je serai vraiment prêt. Ce sont de beaux mensonges qui vous maintiennent dans une attente perpétuelle d'un moment qui n'arrive jamais. La discipline, en revanche, ne fait aucune de ces promesses. Elle demande simplement « Qu'est-ce qui doit être fait maintenant ?» Peu importe ce que j'en pense. C'est pourquoi les personnes qui réussissent semblent opérer selon des règles différentes. Elles ne sont pas plus motivées que les autres. Elles ont simplement construit des systèmes qui fonctionnent sans avoir besoin de carburant émotionnel. Leur routine de gym ne dépend pas de l'énergie qu'elles ressentent. Leur horaire de travail ne dépend pas de l'inspiration. Leurs saines habitudes alimentaires ne nécessitent pas une volonté constante. Elles ont automatisé les comportements qui génèrent des résultats. Construire de tels systèmes nécessite de comprendre que les objectifs et les systèmes ont des buts différents. Les objectifs vous disent où vous voulez aller. Les systèmes vous y mènent. Un objectif pourrait être de courir un marathon. Le système est de courir 5 km tous les mardis, jeudis et samedis, quelle que soit la météo, l'humeur ou les priorités concurrentes. L'objectif donne une direction. Le système crée l'inévitabilité. Le pouvoir de commencer immédiatement ne peut être sous-estimé. Chaque jour où vous reportez est un jour passé à renforcer votre identité de quelqu'un qui attend des conditions parfaites. Les conditions parfaites sont un mythe conçu pour vous maintenir bloqué. Il y aura toujours des raisons de reporter, des circonstances qui semblent moins qu'idéales, des sentiments qui suggèrent qu'il serait plus sage d'attendre. L'action, cependant, a son propre élan. La personne qui commence avec des conditions imparfaites, des ressources limitées et des sentiments peu clairs devient rapidement quelqu'un qui agit malgré les obstacles. Ce changement d'identité est plus important que n'importe quel résultat particulier, car il se compose dans tous les domaines de la vie. Les petites actions quotidiennes ont une puissance exponentiellement plus grande que les grands gestes, car elles sont durables et cumulatives. La personne qui écrit une page par jour produira plus de contenu que quelqu'un qui attend l'inspiration pour écrire des chapitres. L'individu qui fait de l'exercice pendant 20 minutes de manière constante atteindra une meilleure forme physique que quelqu'un qui s'entraîne occasionnellement pendant des heures. Ce principe s'étend au-delà des activités spécifiques à votre approche de la vie entière. Lorsque vous devenez quelqu'un qui honore de petits engagements envers vous-même, vous développez la confiance en votre capacité à honorer des engagements plus importants. Lorsque vous prouvez que l'on peut vous faire confiance avec des responsabilités mineures, vous vous développez naturellement vers des responsabilités plus grandes. La discipline n'est pas une punition ou une privation. C'est la liberté de la tyrannie de la prise de décision basée sur les sentiments. C'est la capacité de faire ce qui sert vos intérêts à long terme, quel que soit l'inconfort à court terme. Surtout, c'est une compétence qui s'améliore avec la pratique, rendant chaque défi suivant plus facile à gérer. Les pratiques quotidiennes qui construisent la force mentale agissent comme l'intérêt composé pour votre psychologie. De petits apports cohérents s'accumulent pour créer des changements spectaculaires avec le temps. Mais seulement si vous comprenez que l'inconfort est le but,
pas quelque chose à minimiser ou à éviter. Les douches froides représentent peut-être la forme la plus pure d'inconfort volontaire. L'eau frappe votre peau. Chaque cellule de votre corps crie de protestation. Et vous choisissez de rester. Ce n'est pas du masochisme, c'est entraîner votre système nerveux à s'approcher plutôt qu'à éviter la difficulté. Chaque matin où vous entrez sous cette eau froide, vous pratiquez la même compétence mentale requise pour les conversations difficiles, les projets stimulants et la croissance inconfortable. La beauté de l'exposition au froid réside dans sa simplicité et son contrôle. Vous pouvez réguler la température, la durée et la fréquence, ce qui en fait un laboratoire idéal pour développer la tolérance à l'inconfort. Commencez par 30 secondes d'eau froide à la fin de votre douche normale. L'objectif n'est pas l'hypothermie. L'objectif est de vous prouver que vous pouvez faire des choses difficiles, même lorsque chaque instinct vous exhorte à arrêter. L'exercice physique sert un double objectif dans le développement de la force mentale. Évidemment, il améliore votre capacité physique. Mais plus important encore pour nos besoins, il renforce la connexion entre votre esprit et votre corps. Lorsque vous poussez à travers la fatigue à la salle de sport, vous construisez les mêmes voies neurales qui vous aident à persister à travers la fatigue mentale au travail ou la fatigue émotionnelle dans les relations. Le type d'exercice spécifique importe moins que la constance et la volonté de pousser au-delà du confort. Que ce soit la course à pied, la levée de poids, la natation ou la montée d'escalier, la clé est de vous placer régulièrement dans des situations où votre corps veut abandonner et votre esprit choisit de continuer. Cette pratique devient une métaphore que votre esprit inconscient applique à tous les autres défis que vous rencontrez. La méditation construit ce qui est peut-être la compétence la plus cruciale pour la force mentale, la capacité d'observer vos pensées et vos émotions sans être contrôlé par elles. La plupart des gens vivent à la merci de leur météo mentale, se sentant heureux lorsque les pensées sont positives, anxieux lorsqu'elles sont négatives, motivés lorsqu'ils sont inspirés. Ce schéma réactif les rend vulnérables à chaque fluctuation mentale. Grâce à la méditation, vous développez ce que les psychologues appellent la métacognition, la capacité de penser à la pensée. Vous commencez à remarquer que les pensées et les émotions sont des visiteurs temporaires, pas des résidents permanents. Elles surgissent, atteignent un sommet et se dissolvent naturellement lorsque vous ne les nourrissez pas d'attention ou de résistance. Cette perspective s'avère inestimable dans les situations stressantes, où la pensée claire devient la plus importante. Commencez par seulement 5 minutes d'attention focalisée sur votre respiration. Lorsque votre esprit divague, ramenez doucement votre attention sur la respiration. La divagation n'est pas un échec, c'est l'exercice. Chaque fois que vous remarquez une distraction et que vous recentrez votre attention, vous construisez le muscle mental qui vous permet de rester centré pendant le chaos. La pratique de faire une chose difficile par jour sert de pont entre ces exercices structurés et les défis du monde réel. Choisissez quelque chose de spécifique, de mesurable et légèrement au-delà de votre zone de confort. Il peut s'agir de vous réveiller 30 minutes plus tôt, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, de passer 1 heure sur une compétence que vous évitez, ou d'avoir cette conversation difficile que vous avez reportée. Le défi spécifique importe moins que la métacompétence que vous développez. La capacité d'honorer des engagements envers vous-même, peu importe ce que vous ressentez. Cette capacité devient la fondation de toutes les autres réalisations, car elle garantit que votre comportement s'aligne sur vos valeurs plutôt que sur vos humeurs. Ces pratiques fonctionnent en synergie. Les douches froides construisent votre réponse d'approche à l'inconfort. L'exercice renforce votre persistance sous la contrainte. La méditation développe votre capacité à maintenir la clarté lorsque les émotions sont vives. Les défis quotidiens intègrent ces compétences dans des applications pratiques. Ensemble, ils vous transforment en quelqu'un qui prospère sous la pression, plutôt que de simplement y survivre. La différence entre les personnes qui performent bien sous la pression et celles qui s'effondrent se résume souvent à une seule compétence: la capacité de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet écart, mesuré en secondes, détermine si vous réagissez par instinct ou si vous répondez par intention. Lorsque la pression monte, votre cerveau ancien active des circuits de survie conçus pour les menaces physiques. Votre rythme cardiaque augmente, les muscles se tendent et la pensée se rétrécit aux préoccupations immédiates. Ces réponses ont bien servi nos ancêtres face aux prédateurs,
Mais elle sabote souvent les défis modernes, qui exigent une analyse calme et des réponses mesurées. La solution n'est pas d'éliminer ces réactions, ce qui serait impossible, mais d'insérer une interruption de schéma qui restaure le contrôle exécutif. La technique est d'une élégante simplicité. Faites une pause, respirez profondément et comptez lentement jusqu'à 5 avant d'agir. Cette brève intervention active votre cortex préfrontal, la région du cerveau responsable du raisonnement et du contrôle des impulsions. Pendant cette pause de 5 secondes, plusieurs choses cruciales se produisent. Votre respiration ralentit naturellement, réduisant la tension physique. Votre perspective s'élargit au-delà de l'urgence immédiate. Vous vous souvenez de vos valeurs et de vos objectifs à long terme. Surtout, vous passez du mode réactif au mode réceptif, améliorant considérablement la qualité de vos décisions. Cette technique devient particulièrement puissante lorsque vous comprenez que les émotions fonctionnent comme des vagues. Elles s'accumulent en intensité, atteignent un pic et s'atténuent naturellement lorsque vous ne les nourrissez pas d'attention ou d'action. La plupart des gens essaient de combattre les émotions ou de s'y abandonner complètement. Les deux approches augmentent la souffrance et réduisent l'efficacité. Au lieu de cela, traitez les émotions comme des schémas météorologiques temporaires. Reconnaissez-les sans jugement. Je remarque que je me sens en colère en ce moment. Ou l'anxiété est présente. Cette observation crée une distance psychologique et réduit leur pouvoir sur votre comportement. Vous pouvez vous sentir en colère sans agir agressivement. Vous pouvez avoir peur sans éviter une action nécessaire. La technique de la pause respiration compte s'intègre magnifiquement à la pratique de la méditation. La méditation régulière rend la pause plus facile d'accès et plus efficace lorsqu'elle est appliquée. Vous vous familiarisez avec la perspective d'observateur qui vous permet de témoigner des émotions sans être submergé par elles. Pratiquez cette technique d'abord dans des situations à faibles enjeux. Quand quelqu'un vous coupe la route dans la circulation, quand vous recevez des commentaires critiques, quand la technologie tombe en panne à un moment inopportun, utilisez ces irritations mineures comme des opportunités d'entraînement. Construisez la voie neuronale pendant un stress gérable afin qu'elle soit disponible pendant une pression majeure. Rappelez-vous que le contrôle émotionnel ne signifie pas la suppression émotionnelle. Les émotions fournissent des informations précieuses sur vos besoins, vos valeurs et vos circonstances. L'objectif est de recevoir cette information sans être détourné par elle. Vous voulez ressentir pleinement vos émotions, tout en choisissant judicieusement vos réponses. Avec le temps, cette pratique change fondamentalement votre relation avec la pression. Au lieu de redouter les situations stressantes, vous commencez à les voir comme des occasions de pratiquer cette compétence. La pression devient moins menaçante parce que vous faites confiance à votre capacité à rester centré en son sein. Cette confiance devient une prophétie autoréalisatrice, rendant souvent les situations difficiles plus faciles à résoudre que prévu. La plupart des gens traitent l'échec comme une maladie à éviter plutôt qu'un enseignant à consulter. Cette incompréhension fondamentale les maintient piégés dans la médiocrité, craignant de tenter quoi que ce soit qui pourrait entraîner une déception ou des revers. Pendant ce temps, ceux qui obtiennent des résultats extraordinaires comprennent que l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est la matière première à partir de laquelle le succès est construit. Considérez cette vérité qui donne à réfléchir. Chaque compétence que vous avez jamais maîtrisée a nécessité d'innombrables échecs en cours de route. Vous n'avez pas marché à votre première tentative. Vous n'avez pas parlé clairement dès votre premier mot. Vous n'avez pas fait du vélo sans tomber. Pourtant, en tant qu'adulte, nous nous sommes en quelque sorte convaincus que l'échec représente une preuve d'insuffisance plutôt qu'une preuve d'engagement. Les performeurs de haut niveau dans tous les domaines partagent une caractéristique commune. Ils accumulent plus d'échecs que les personnes moyennes n'accumulent de tentatives. Ils échouent plus vite, apprennent plus vite et itèrent plus fréquemment. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'échec, mais parce qu'ils comprennent que c'est le prix d'entrée à la maîtrise. La clé réside dans le changement de votre relation avec l'expérience émotionnelle de l'échec. La déception, la frustration et le découragement temporaire sont des réponses naturelles au revers. Ressentir ces émotions ne vous rend pas faible ou non réussi. Rester piégé en elles, cependant, vous empêche d'extraire les leçons qui rendent l'échec précieux. Développer une approche systématique de la récupération après l'échec. Quand quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, résistez à l'envie d'ignorer l'expérience ou de la catastrophiser.
Au lieu de cela, menez une brève autopsie. Quels facteurs spécifiques ont contribué au résultat? Que feriez-vous différemment si vous étiez dans la même situation? Qu'est-ce qui a bien fonctionné que vous voulez conserver? Quelles nouvelles informations possédez-vous maintenant et que vous n'aviez pas auparavant? Cette approche analytique a deux buts. Premièrement, elle extrait un apprentissage maximal de l'expérience, rendant l'échec productif plutôt que simplement douloureux. Deuxièmement, elle déplace votre attention de la déception passée vers l'amélioration future, maintenant l'élan vers l'avant, plutôt que le regret vers l'arrière. Comprendre que l'échec est un retour d'information, pas un verdict, change tout dans la façon dont vous abordez les défis. Chaque revers devient une donnée qui affine votre stratégie, plutôt qu'une preuve que vous devriez abandonner. Cette perspective vous permet de maintenir la fréquence de tentatives nécessaire pour des résultats révolutionnaires. Le seul véritable échec est l'échec de ne pas réessayer. Tout le reste n'est qu'un droit de scolarité payé à l'université de l'expérience. Lorsque vous encadrez les revers de cette manière, ils perdent leur pouvoir de vous paralyser et deviennent plutôt du carburant pour la persistance. Cet état d'esprit nécessite de faire la distinction entre échouer et être un échec. Échouer est quelque chose que vous faites. Être un échec est quelque chose que vous êtes. Le premier est temporaire et corrigible. Le second est permanent et faux. Vous n'êtes pas vos résultats. Vous êtes la personne capable de créer des résultats différents grâce à des approches ajustées et un effort soutenu. Embrasser l'échec exige également d'accepter que le chemin vers toute destination qui en vaut la peine implique de l'incertitude et du risque. Si vous n'échouez pas occasionnellement, vous n'essayez probablement rien d'assez significatif pour étendre vos capacités. L'échec devient une mesure de l'ambition plutôt qu'une source de honte. Les personnes les plus fortes que vous connaissez ne sont pas nées avec une confiance inébranlable. Elles l'ont développée en apprenant à contrôler leur interprétation des événements plutôt que d'essayer de contrôler les événements eux-mêmes. Cette distinction représente la fondation d'une véritable force mentale et la clé pour maintenir l'équilibre, quelles que soient les circonstances extérieures. La vie se compose d'environ 10% d'événements et de 90% d'interprétations. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, le comportement des autres, les catastrophes naturelles ou d'innombrables autres variables qui influencent votre expérience. Vous pouvez cependant contrôler votre réponse à ces variables, et cette réponse détermine la qualité de votre vie bien plus que les variables elles-mêmes. Ce principe devient pratique à travers plusieurs changements d'état d'esprit clés. Le premier consiste à refuser la mentalité de victime, aussi justifiée qu'elle puisse paraître. Le sentiment de victimisation est temporairement satisfaisant car il vous décharge de la responsabilité et génère de la sympathie de la part des autres. Cependant, il abandonne également votre pouvoir de créer le changement et d'améliorer votre situation. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», entraînez-vous à demander « Que puis-je faire à ce sujet ?» La première question mène au ressentiment et à l'impuissance. La seconde mène à l'action et à la responsabilisation. Même lorsque vos options sont limitées, vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, préserve votre pouvoir d'agir et maintient votre force. Recadrez les obstacles comme des tests, plutôt que des punitions. Chaque défi devient une occasion de démontrer vos capacités en développement et d'en découvrir de nouvelles. Cette perspective transforme l'adversité de quelque chose qui vous arrive en quelque chose qui arrive pour vous, fournissant l'entraînement exact dont vous avez besoin pour le prochain niveau de votre développement. Maîtrisez vos réponses émotionnelles en comprenant que la colère et la peur obscurcissent le jugement lorsque la pensée claire devient la plus cruciale. La technique de la pause respiration compte discutée plus tôt devient essentielle ici. Lorsque les émotions sont vives, les décisions prises dans cet état créent souvent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Cultiver la capacité de rester calme sous la pression ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les empêcher de détourner votre esprit rationnel. Apprenez à distinguer la douleur de la souffrance. La douleur est inévitable dans toute vie significative. La souffrance est facultative et résulte de la résistance à la réalité plutôt que de son acceptation. Lorsque vous cessez de vous battre contre ce qui est déjà arrivé, vous libérez une énorme énergie pour faire face efficacement à ce qui doit se produire ensuite. Développez ce que l'on pourrait appeler une identité antifragile. Au lieu de vous voir comme quelqu'un qui espère éviter les difficultés, commencez à vous identifier comme quelqu'un qui devient plus fort à travers les difficultés.
Ce n'est pas de la pensée positive ou du déni de problèmes réels. C'est une reconnaissance que votre capacité à gérer les défis s'étend à chaque fois que vous les naviguez avec succès. Adoptez le mantra « Rien ne peut me briser ». Ce n'est pas de l'arrogance ou de l'invulnérabilité. C'est un engagement à l'adaptabilité plutôt qu'à la rigidité. Lorsque les circonstances changent, vous ajustez vos plans tout en maintenant vos principes. Lorsque des revers surviennent, vous modifiez votre approche tout en préservant votre persistance. Vous vous pliez sans vous briser car se briser n'est pas une option que vous envisagez. Cette attitude se compose avec le temps. Chaque défi que vous surmontez construit la preuve que vous pouvez gérer tout ce qui vient ensuite. Ce bilan de résilience devient une source de confiance tranquille qui influence la façon dont vous abordez les futurs obstacles. Les autres sentent cette force et s'y conforment souvent, ce qui fait que de nombreux conflits potentiels se résolvent avant qu'ils ne s'intensifient. L'attitude inébranlable ne signifie pas ne jamais se sentir ébranlé. Il s'agit de toujours retrouver votre centre, peu importe ce qui vous ébranle. Comme une poupée lestée qui revient toujours à la verticale, peu importe combien de fois elle est renversée, vous développez la capacité de récupérer votre équilibre rapidement et complètement. Tout ce que vous avez appris converge vers ce moment. Pas demain quand vous vous sentirez plus préparé. Pas la semaine prochaine quand les circonstances s'amélioreront. Pas le mois prochain quand vous aurez recueilli plus d'informations. Tout de suite, pendant que les aperçus sont frais et que votre engagement est fort. Le choix qui s'offre à vous est simple mais pas facile. Vous pouvez revenir à vos anciens schémas, les habitudes confortables qui vous ont gardé exactement là où vous êtes, ou vous pouvez commencer à mettre en œuvre ce que vous savez maintenant, qui crée une véritable force mentale. Le chemin à parcourir ne nécessite aucun équipement spécial, des conditions parfaites ou une préparation supplémentaire. Il ne nécessite que la décision de commencer. Choisissez l'un des 3 draineurs et éliminez-le aujourd'hui. Si vous vous plaignez fréquemment, surprenez-vous et redirigez-vous vers des solutions. Si vous courez après le confort, choisissez délibérément l'option la plus difficile lorsque des choix se présentent. Si vous vous excusez, assumez la responsabilité d'un domaine où vous avez blâmé les circonstances. Ce seul changement modifiera immédiatement votre trajectoire psychologique. Simultanément, choisissez une pratique de renforcement de la force et commencez-la demain matin. Prenez une douche froide, faites de l'exercice pendant 21 minutes, méditez pendant 5 minutes, ou engagez-vous sur une tâche difficile. La pratique spécifique importe moins que l'engagement à une action constante, peu importe ce que vous en pensez. Votre futur vous existe en potentiel en ce moment, attendant que vous le fassiez exister par vos choix quotidiens. Chaque fois que vous choisissez l'inconfort plutôt que la facilité, la discipline plutôt que la motivation, l'action plutôt que l'hésitation, vous votez pour la personne que vous êtes en train de devenir. Ces votes s'accumulent en identité, et l'identité détermine le destin. Les personnes les plus fortes que vous admirez ne sont pas nées différentes de vous. Elles ont simplement fait des choix différents de manière constante au fil du temps. Elles ont embrassé le processus de devenir mentalement incassables plutôt que d'espérer que la force apparaîtrait d'une manière ou d'une autre sans effort. Elles ont compris que le prix de la force mentale est payé en versement quotidien d'inconfort délibéré. Le voyage n'est pas facile, mais il est simple. Soyez constant, surtout quand vous n'en avez pas envie. Choisissez la croissance plutôt que le confort, l'action plutôt que l'analyse, la persistance plutôt que la perfection. Faites confiance au fait que de petits choix quotidiens se composent pour donner des résultats extraordinaires, à condition de leur donner suffisamment de temps et de constance. Votre force mentale n'est pas déterminée par ce qui vous arrive. Elle est déterminée par ce que vous faites avec ce qui vous arrive. À partir d'aujourd'hui, faites en sorte que ce choix compte. La personne que vous êtes capable de devenir attend. Ne la faites plus attendre. Restez fort, continuez à pousser, et rappelez-vous que chaque expert était autrefois un débutant qui a refusé d'abandonner. Votre temps pour devenir incassable commence maintenant.